Sputnik 1 est le premier satellite artificiel de la Terre, lancé le 4 octobre 1957 depuis Baïkonour par un lanceur R7 Semyorka. Il couronne les travaux des ingénieurs et techniciens chargés de développer ce gros missile balistique intercontinental qui est l'OKB-1. Les ingénieurs de Korolev ont dû concevoir une fusée de grande taille car les bombes nucléaires soviétiques n'étaient pas aussi miniaturisées que leurs homologues américaines. La capacité du lanceur permet de placer d'emblée un satellite d'une taille relativement grande en orbite. Sputnik 1 est une sphère métallique de 58 cm de diamètre et d'une masse de 83 kg, qui transmet par radio des indications sur la température et la pression à son bord. Le satellite fonctionnera 22 jours jusqu'à l'épuisement de ses batteries. Il marque l'an 1 de l'ère spatiale. Dès l'année suivante, 28 tentatives de lancement de satellites auront lieu, dont seulement 5 réussiront. L'événement est un retentissement planétaire et constitue un énorme choc pour l'opinion américaine car il démontre de manière éclatante l'avance apparente prise par les soviétiques dans le domaine. Les dirigeants soviétiques, surpris par l'écho rencontré par l'événement, feront du programme spatial soviétique la clé de voûte de la propagande du régime. Dans cette période de guerre froide qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique, cet événement déclenche la course à l'espace. Les deux pays tenteront durant les décennies suivantes de prouver la supériorité de leur forme de gouvernement à travers leur réalisation spatiale. 3, 2, 1, top! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kerbal Space Program en mode carrière sur le vrai système solaire. Comme vous pouvez le constater, le petit curseur s'agite tout seul, il clique partout alors que je n'ai pas l'air de le faire directement et que je ne le commande pas. C'est tout simplement parce que mon micro était éteint au moment où j'ai tourné ce passage là. Donc j'étais juste en train de vous expliquer que j'avais lancé un autre V2 pour me faire un peu de science et débloquer les parties du Sputnik 1 que j'ai pu du coup débloquer grâce aux sciences que j'ai réussi à faire, mais je n'avais pas suffisamment de fonds pour débloquer le nœud tout entier, acheter toutes les parties de vaisseau que j'avais débloquées grâce à cette science. Du coup je vous passe ça en accéléré et je vais les débloquer une à une juste après dans le VAV. Voilà, donc ça c'était la V2 que j'avais refaite, hein, du coup, voilà, bon, elle va un peu plus haut, hein, donc pas plus intéressant que ça, sinon c'est la même chose. Vous pouvez voir, même moteur, tout ça, juste quelques appareils de mesure différents pour se faire un peu de science et pouvoir débloquer les technologies de Sputnik. On charge, voilà. Donc il me dit que j'ai tout débloqué, Avionics ok, bah tu m'étonnes. Voilà, donc la fusée est complètement faite, donc ça c'est grâce à... Alors je sais pas si c'est le réalisme overall ou le mode qui me permet d'avoir le Sputnik qui donne le craft directement, mais du coup bah, c'est beaucoup plus simple hein, pour faire ce genre de mission historique. Voilà, bah let's go, hein. De toute façon normalement on n'a rien à faire, je vais vérifier la séquence quand même, donc là... On allume tout ce qui est en bas, ok, de toute façon les moteurs il n'y aura que en bas, je crois, ouais pour Sputnik il n'y a que en bas. Ensuite on largue les amarres, on dégage les boosters, on dégage la petite coiffe et on dégage le satellite. Bon bah ça me paraît parfait, et voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors...
enfin, on a tout débloqué. Bon, pièce par pièce, hein. Ça c'est quand on est pauvre. C'est mon cas actuellement. Let's go. Voilà, alors pour changer de base de lancement, tout simplement, vous allez dans la tracking station. Voilà. Et toc toc toc, toc toc toc, vous choisissez là où vous voulez aller. Bon, alors moi je sais à peu près où sont situés, hein. Par exemple, vous avez donc là Cap Canaveral, hein. Ici on a Kourou, hein, départ d'Ariane. Ici vous avez Vandenberg, le deuxième site de lancement des États-Unis, enfin le deuxième principal. Voilà, et donc nous on va aller en Russie. Hop, Baïkonour. Une fois que vous l'avez choisi, voilà, il passe en vert, vous sortez et c'est bon. Vous arrivez directement sur la base là où il faut. Alors là c'est le soir, c'est pas top. Oula, des petits lags dans le coin, hein. Des petits lags. Hop là, voilà. Bon, le soleil pas trop, ça va le faire. Launchpad. Alors ce que vous améliorez dans un pays ou quoi, hein, s'améliore aussi dans l'autre, hein. Je veux dire, c'est là-dessus, vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Voilà. Ben, on va pas faire ça en fait. Tac, on va aller là. Voilà. Bon, alors la Sputnik par contre c'est très bien, mais au niveau de la science, on va pas avoir grand chose là, hein, si on met rien. Donc le but étant quand même de progresser un minimum. Parce que là, hop là, Sputnik, t'as quoi? Tu as analyse télémétrie, c'est tout. Et au niveau de la batterie, comment on est au niveau de la batterie? On est un peu léger aussi, j'ai l'impression, hein, pour la batterie. Donc, on va discrètement, hein, on va pas faire... hop, 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 mettre un chouille. Oh, quoique. Ouais, non, on va laisser la batterie comme ça. On va juste mettre quelques... Alors, les antennes fonctionnent, hein, sont fonctionnelles. On va juste mettre un peu d'appareils de mesure, voilà. On va mettre des appareils de mesure. Hop. Perturbation, experiment, ok. Magnétomètre, je vais pas mettre parce que c'est trop visible, je dirais, hein. Ça dénaturerait un peu trop notre sonde. On mettra ça sur Sputnik 2, tiens. Voilà, on mettra ça sur Sputnik 2 et puis un scanner ça sert à rien puisqu'il faut être en orbite polaire pour faire un bon scan. Et voilà, hop, on lui remet le petit chapeau. Petit chapeau magique. On l'enregistre tant qu'à faire, hop, comme ça. Bon, on réutilisera pas, hein, mais... Hein, on connaît tous Windows, si ça plante, on aime avoir une sauvegarde. Et nous voilà sur le pas de tir pour le lancement de Sputnik 1. Alors, petite particularité, Sputnik 1, par exemple, il va falloir jongler. On ne pourra pas tout faire en autopilote puisque... vous allez voir, hein, tout simplement, vous allez voir. Alors 200, alors on va faire une orbite, on va dire standard. Donc on sera pas à 0 degré, hein, puisque comme vous le voyez, hop là, si on dézoome, voilà, on est beaucoup trop haut par rapport à l'équateur, hein, donc 0 degré, ça serait parfaitement pareil au niveau de l'équateur. Il n'y a pas de pas de tir sur l'équateur. Le plus proche, c'est celui de Kourou, hein, de l'Agence spatiale européenne, du coup, et de la France, par la même occasion. Ah, mais Baïkonour, ils sont vraiment mal situés, hein. On voit, ils sont quasiment au pôle Nord, hein. Voilà, donc la Sputnik 1 est assez particulière en fait, étant donné que, comme vous pouvez le voir, on allume tous les moteurs, on largue les boosters et c'est tout, sachant que le moteur principal ne s'allume qu'une fois, hein, comme tous les autres. Du coup, pour circulariser l'orbite, il va falloir s'arranger pour quand on arrive au moment à la vitesse nécessaire pour faire l'orbite, on va devoir tout simplement réduire, comment dirais-je, rapprocher l'apoapside vers la fusée pour se retrouver à l'apoapside au moment où on arrive à la vitesse orbitale. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Du coup, on ne peut pas faire entièrement l'autopilote, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Il va falloir repasser en mode manuel ou semi-manuel, hein. Moi, je vais utiliser le Smart ASS pour la fin de l'orbite. Voilà.
Donc on engage l'autopilote et mise à feu. Et pleine poussée. Maintenant, largage. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Une belle fusée R7, enfin un lanceur R7. Hein. On voit les amateurs des professionnels. Les professionnels disent un lanceur, les amateurs disent une fusée. Puisqu'une fusée, en fait, enfin un lanceur lance la partie utile en orbite. Ça vient de là. Hein, voilà. Donc Sputnik 1, je le rappelle, hein, qui fut le premier satellite mis en orbite par de l'humanité, hein, le premier satellite mis en orbite de l'humanité par les Russes, du coup, enfin l'URSS à l'époque. Voilà, l'URSS. On commence l'inclinaison. Alors, je sais pas si vous voyez bien pourquoi il y a autant de moteurs, vous allez me dire, alors qu'on voit que 5, hein, on voit les boosters et le moteur principal. En fait, si on regarde légèrement sur les côtés, là on va pas le voir spécialement, si voilà, hop, hop, cliquez dessus, voilà. Vous avez un, alors là il est écrit closer, et sinon dessous vous avez, faut que je les trouve, tac 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 tac, voilà les verniers. Alors un moteur vernier ou closer, hein, je suppose que les closers c'est à peu près la même chose. C'est tout simplement des petits réacteurs qui ont, comme vous le voyez là, on vient de le voir à l'instant, qui ont une grande capacité mobile. Ils peuvent s'incliner très rapidement et du coup permettre de diriger la fusée. Ça permet, alors ça n'a pas beaucoup de poussée, hein, ça permet juste de diriger la fusée. Donc, alors je sais pas si c'est monté sur cardan ou si c'est une tuyère dirigeable, hein, comme les poussées vectorielles sur certains avions. Ça sert juste du coup à diriger. Très utile, comme vous pouvez l'imaginer. Alors que du coup le moteur principal lui fournit la poussée nécessaire au lanceur pour avancer, quoi, pour s'envoler vers l'infini et au-delà. Alors ici, vous voyez, j'aurais peut-être dû l'activer au départ. Mais bon, vous voyez la température qui avait chuté en montant en altitude qui commence à remonter. La raison est toute simple, l'atmosphère diminue et vous avez le soleil qui frappe en plein dans notre face. Voilà. Vous avez la pression ambiante, donc en ATM. Un ATM du coup c'est un bar, c'est une atmosphère terrestre. La poussée, le rapport poids-poussée. Là en haut, la vache, on est à 5G là. Voilà, la thrust drag, ça doit être la poussée. Ouais, c'est bien. Je sais pas trop exactement, mais c'est balèze. Alors Specific Impulse, le Specific Impulse que vous voyez là, 309 secondes. C'est ce qui détermine le rendement d'un moteur. En fait, pour les moteurs de fusée, même les moteurs, je pense, en aviation, mais je suis beaucoup moins sûr pour l'aviation, enfin, on peut le faire aussi, hein, pour l'aviation, mais je pense que c'est beaucoup moins utilisé. Ça correspond au nombre de secondes que votre moteur va pouvoir pousser pour une quantité donnée de carburant. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, plus l'ISP, donc la Specific Impulse, est élevé, plus le rendement du moteur est bon. Si on regarde les moteurs électriques, hein, ou Ioniq, Plasmic, tout ça, ça fait partie des moteurs électriques, qui sont des moteurs purement spatiaux, on se retrouve avec des impulsions spécifiques de l'ordre de 4000, voire même 8000 sur certains prototypes, donc qui sont très 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 intéressantes, quoi.
Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces moteurs-là pour faire décoller toutes les fusées. La raison est simple, c'est que les moteurs électriques aujourd'hui ont une poussée, comment dirais-je, ridicule. Un moteur ionique n'est même pas capable de soulever son propre poids sur Terre. Donc ils sont très utiles dans l'espace, puisque dans l'espace on n'a pas spécialement besoin y a pas enfin je veux dire, vous avez l'inertie dans l'espace, tout ça, donc ça pose pas de problème d'avoir un moteur avec une faible poussée, on met juste des mois à atteindre la vitesse nécessaire. Donc ils sont utilisés de plus en plus pour les satellites de télécom par exemple, tout ça pour afin d'augmenter la durée de vie des satellites. Par contre voilà, on ne peut pas les utiliser pour envoyer un satellite en orbite. Alors la plupart fonctionnent avec de l'argon ou du xénon en fonction des modèles. Ah, alors vous voyez là, j'ai diminué un peu pour rapprocher l'apoapside de l'endroit où je suis. Paf, je suis au niveau de l'apoapside, je me remets. Et on va regarder la périgée. Et boum là. Oula, j'ai poussé un peu fort quand même. Je suis à 485 à l'apogée, c'est pas grave. On a coupé les moteurs. Bon, alors ça restera un débris. On pourra pas rallumer. Paf, et on largue notre petit Spoutnik, notre magnifique petit Spoutnik. Il est pas beau franchement, avec le beau reflet de la Terre juste dessous là. C'est magique. On a même la Lune là. Non, ça c'est Saturne, d'accord. J'ai vu la Lune. Ah voilà, là-bas. Voilà. Donc voilà, on va continuer notre petit tour du coup. Hop là. Alors là, voilà, c'est bien ce que je pensais, on capte plus. Donc on enregistre dans la boîte. Hop. Et on réaccélère. Hop, jusqu'à ce qu'on capte. Ensuite, transmit data. Toc toc toc. Hop là, encore. Hop. Alors là, vous avez vu un peu la vitesse du warp. Si je peux warper à cette vitesse-là, c'est que justement j'ai ce module-là, enfin ce mode-là. J'étais pas en hyper warp, mais il débloque. Il débloque. Si, il débloque d'une certaine manière, enfin d'un certain niveau en fait les vitesses de warp, parce que vous êtes bloqué dans le système solaire standard sur pas mal de warp si vous êtes à trop basse altitude. Voilà. Tiens, on va vous offrir un petit coucher de soleil. Hop. C'est pas magnifique ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent la beauté de KSP, graphiquement, tout ça. Mais honnêtement, avec quelques modes graphiques, vous voyez ça. C'est pas magnifique? Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de cette série de vidéos. Partagez aux personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas. Et laissez un commentaire si vous avez des suggestions. Et pour les petits curieux qui s'intéressent de connaître le côté scientifique, je vous laisse un lien vers une vidéo d'Astronaut Guide qui vous expliquera ce que c'est qu'une orbite ou qu'être en apesanteur.